Salut à tous, le dossier géopolitique. Une nouvelle bataille industrielle est en train d'éclater au cœur de la relation entre les États-Unis et le Canada. Et cette fois, elle ne se cache pas derrière un langage diplomatique. Le Canada peut être retiré plusieurs contre-tarifs sur des produits américains, mais les armes les plus dangereuses politiquement sont toujours sur la table: l'acier, l'aluminium et les automobiles. Cela veut dire que le conflit n'est pas terminé. Il s'est simplement déplacé vers les secteurs qui frappent le plus fort: les emplois, les usines, les prix des voitures, les chaînes d'approvisionnement, les travailleurs syndiqués et la colonne vertébrale industrielle des deux pays. Voilà donc la belle promesse de campagne où les tarifs douaniers sont censés frapper tout le monde ailleurs, tout en épargnant comme par magie les gens qui se tiennent près de la porte de l'usine. Ce n'est pas seulement un autre différend commercial, c'est une campagne de pression directe visant le cœur de la fabrication nord-américaine. Ottawa a réduit certaines contre-mesures, mais a délibérément maintenu des tarifs douaniers sur les industries qui comptent le plus politiquement. L'acier, l'aluminium, l'automobile, ce ne sont pas des produits choisis au hasard. Ce ne sont pas le genre d'accessoires qui paraissent bien derrière un podium avant de disparaître après les applaudissements. Ce sont les secteurs qui décident des élections, façonnent les villes industrielles, influencent les prix des voitures et déterminent si les travailleurs du Michigan, de l'Ontario, de l'Ohio, de la Pennsylvanie, du Québec, de l'Indiana et de tout le corridor industriel se sentent protégés ou trahis. Le titre est simple, mais les conséquences sont massives. Le Canada maintient les tarifs sur les automobiles et les usines américaines subissent une nouvelle pression. Cette seule phrase raconte toute l'histoire. Washington voulait mettre le Canada sous pression. Maintenant, le Canada renvoie cette pression directement dans le système manufacturier américain. Voilà la réalité dangereuse d'une guerre tarifaire entre deux économies profondément intégrées. Lorsque les États-Unis et le Canada se ciblent mutuellement, la douleur ne reste pas proprement d'un seul côté de la frontière. Elle traverse les usines automobiles, les fournisseurs de pièces, les producteurs de métaux, les concessionnaires, les entreprises de construction et les ménages. La promesse à la Trump était une pression simple exercée à l'étranger. La facture, beaucoup moins commode, porte une adresse nationale. Pendant des décennies, la relation industrielle entre les États-Unis et le Canada s'est construite sur l'intégration. L'acier traversait la frontière, l'aluminium traversait la frontière. Les moteurs, les transmissions, les pièces automobiles et les véhicules finis traversaient la frontière. Un véhicule assemblé en Amérique du Nord n'était souvent pas purement américain ni purement canadien. Il était le produit d'un système continental où les usines des deux côtés dépendaient les unes des autres. Mais maintenant, ce même système est transformé en champ de bataille. C'est pourquoi la décision du Canada compte. Ottawa n'a pas complètement reculé. Ottawa n'a pas retiré toute pression. Ottawa a fait le choix calculé de réduire les tensions dans certains domaines tout en conservant son levier le plus puissant. Et ce levier vise directement les secteurs où Washington est le plus exposé politiquement. C'est la partie qu'aucun slogan de salle de presse ne peut polir jusqu'à en faire un tour de victoire. Pour le public américain, l'avertissement est immédiat. Les tarifs canadiens sur l'acier, l'aluminium et les automobiles des États-Unis peuvent frapper exactement les industries que les dirigeants américains affirment vouloir protéger. Si les véhicules fabriqués aux États-Unis deviennent plus chers au Canada, si les producteurs américains de métaux perdent en compétitivité, si les fabricants doivent absorber des coûts plus élevés, alors cette bataille commerciale peut rapidement passer des discours politiques à de vraies décisions d'usine. Cela signifie de la pression sur les travailleurs, de la pression sur les entreprises, de la pression sur les communautés, de la pression sur les politiciens qui avaient promis que les tarifs douaniers renforceraient la fabrication nationale au lieu de l'exposer à des représailles. Il est toujours plus facile de vendre un tarif douanier comme une preuve de force avant que le tableur commence à répondre. Pour les téléspectateurs canadiens, le message d'Ottawa est tout aussi clair. Le Canada dit qu'il n'absorbera pas tranquillement la pression commerciale américaine. Il n'acceptera pas des tarifs sur ces industries tout en prétendant que la relation est normale. Il gardera des outils sur la table, défendra ses travailleurs et entrera dans la prochaine phase de négociation avec un levier plutôt qu'avec de la faiblesse. Ces tarifs restants ne sont pas seulement une punition, ils sont un coup de semonce et c'est pourquoi ce moment est si dangereux.
Les deux gouvernements font maintenant face à des coups politiques s'ils reculent. Si Washington relâche la pression, il risque d'avoir l'air faible sur la fabrication. Si Ottawa retire trop vite ses tarifs restants, il risque de donner l'impression de s'être rendu. C'est ainsi que les guerres commerciales deviennent plus difficiles à arrêter. L'économie peut pousser les deux côtés vers un compromis, mais la politique continue de les ramener vers la confrontation. Le camp Trump a toujours aimé le théâtre de celui qui ne cligne jamais des yeux. Malheureusement, les chaînes d'approvisionnement ne négociaient pas comme des invités de télévision. Le secteur automobile est la partie la plus explosive de ce conflit. Les voitures ne sont pas abstraites. Les gens comprennent les prix des voitures. Les travailleurs comprennent les usines d'assemblage. Les communautés comprennent ce qui arrive lorsque la production ralentit, lorsque les investissements gèlent ou lorsque des quarts de travail disparaissent. Un tarif sur l'acier peut sembler technique. Un tarif sur l'aluminium peut sembler lointain. Mais un tarif sur les automobiles devient personnel parce qu'il touche les familles, les concessionnaires, les ouvriers d'usine, les fournisseurs et les électeurs. La décision du Canada de maintenir la pression sur certaines automobiles américaines envoie un message direct à Washington. Si vous ciblez l'industrie canadienne, Ottawa peut cibler une industrie qui compte profondément dans la politique américaine. Ce n'est pas accidentel, c'est la stratégie. Et voici la dure vérité pour le public américain. Les représailles sont conçues pour créer de la douleur politique. C'est le but. Le Canada n'essaie pas simplement de présenter un argument juridique ou de livrer une réponse symbolique. Ottawa essaye de s'assurer que les décideurs américains ressentent le coût du maintien de la pression sur l'industrie canadienne. La pression est renvoyée dans le système industriel américain. Autrement dit, le boomerang n'a pas demandé la permission avant de revenir à la maison. Mais le plus important n'est pas seulement de savoir quels tarifs restent en place. C'est ce que leur survie révèle. Même après un recul partiel, la bataille industrielle entre Washington et Ottawa est toujours vivante. Elle s'est resserrée, elle s'est durcie, et elle est maintenant concentrée autour des secteurs qui ont la plus grande valeur politique. L'acier est l'un de ces secteurs. L'acier est la colonne vertébrale de la construction, des véhicules, de la machinerie, des pipelines, de la production de défense et de l'industrie lourde. Lorsque l'acier entre dans une guerre tarifaire, l'impact se propage bien au-delà d'une seule industrie. Il atteint le coût de construire, de fabriquer, de transporter et de défendre. Il touche les fondations mêmes de l'économie industrielle. Pour Washington, cela crée une sérieuse contradiction. Les dirigeants américains peuvent soutenir que les tarifs douaniers visent à protéger les travailleurs américains de l'acier. Mais si le Canada réplique en maintenant la pression sur les exportations américaines d'acier, les producteurs américains peuvent rencontrer des problèmes dans l'un de leurs marchés les plus proches et les plus importants. Voilà le piège de la politique tarifaire. Un tarif peut protéger un coin d'une industrie tout en endommageant un autre. Il peut sonner fort dans un discours tout en créant des complications sur le plancher de l'usine. Cette contradiction est généralement plus difficile à faire tenir sur une banderole de rassemblement, ce qui explique peut-être pourquoi on en parle moins souvent. L'aluminium comporte le même danger. L'aluminium est central pour les automobiles, les avions, l'emballage, la défense, les technologies propres et la fabrication moderne. Lorsque des tarifs frappent l'aluminium, le choc se propage dans les industries qui dépendent des métaux légers. Les constructeurs automobiles le ressentent, les entreprises aérospatiales le ressentent, les fabricants d'équipements le ressentent, et les consommateurs peuvent finir par le ressentir eux aussi. C'est pourquoi cette histoire a une force politique si grande. Elle est directement liée aux emplois, aux salaires, aux prix, aux usines et à l'avenir des communautés industrielles. Ce n'est pas un différend diplomatique lointain. C'est une histoire économique qui se rend jusqu'à la table de cuisine. Elle peut frapper les villes manufacturières américaines et les régions industrielles canadiennes en même temps. Aucun emballage de discours musclés ne peut faire passer des coûts d'intrants plus élevés pour un rabais offert aux ménages. Pour le Premier ministre Mark Carney, maintenir ces tarifs en place est une démonstration de force calculée. Cela dit à Washington que le Canada peut réduire les tensions lorsque c'est possible, mais qu'il n'abandonnera pas les points de pression qui comptent. Cela dit aussi aux travailleurs canadiens qu'Ottawa ne recule pas devant le combat. Dans la politique canadienne, avoir l'air faible face à Washington peut être dangereux, surtout lorsque la pression commerciale américaine est présentée comme injuste, agressive ou motivée politiquement.
Mais cette stratégie comporte des risques. Les tarifs de représailles peuvent créer un levier, mais ils peuvent aussi augmenter les coûts pour les entreprises et les consommateurs. Si les entreprises canadiennes dépendent d'intrants américains, les tarifs peuvent rendre la production plus coûteuse. Si les consommateurs font face à des prix plus élevés, la fermeté politique peut entrer en collision avec la douleur économique. Cela signifie qu'Ottawa doit marcher sur une ligne étroite. Mettre Washington sous pression sans endommager trop profondément les ménages et les fabricants canadiens. Washington fait face à son propre dilemme. Les dirigeants américains veulent avoir l'air fort sur le commerce, fort sur la fabrication et fort face aux pressions étrangères. Mais le Canada n'est pas un rival lointain. Le Canada est l'un des plus proches partenaires commerciaux de l'Amérique et l'un de ses voisins industriels les plus intégrés. Lorsque Washington met le Canada sous pression, il met sous pression une chaîne d'approvisionnement dont les entreprises américaines dépendent aussi. Lorsque le Canada réplique, l'effet de retour peut frapper des industries américaines qui dépendent des acheteurs canadiens, des matériaux canadiens ou de la production transfrontalière. C'est la partie embarrassante lorsqu'on traite un voisin comme un sac de frappe tout en continuant d'emprunter son entrée de garage. C'est ce qui rend ce conflit si explosif. ZZZD, les deux côtés affirment défendre les travailleurs. Les deux côtés affirment protéger l'industrie nationale. Les deux côtés affirment se battre pour l'équité. Mais les travailleurs et les entreprises, coincés entre les deux, peuvent vivre quelque chose de très différent. De l'incertitude, des coûts plus élevés, des investissements retardés et la peur qu'une escalade politique perturbe la production. Et maintenant, ce différend se dirige directement vers la prochaine grande révision commerciale nord-américaine. Cela compte parce que ces tarifs ne concernent pas seulement le passé, ils sont des jetons de négociation pour l'avenir. Ottawa maintient la pression avant la prochaine étape des négociations commerciales continentales. Washington le sait, le Canada le sait, le Mexique l'observe, les groupes industriels l'observent, et chaque usine liée aux chaînes d'approvisionnement nord-américaines comprend que la prochaine phase pourrait façonner les décisions d'investissement pendant des années. Les seules personnes qui prétendent que tout cela est simple sont généralement celles qui se tiennent le plus loin du quai de chargement. Voici donc la question clé. Le Canada utilise-t-il ces tarifs comme un levier intelligent avant la prochaine bataille commerciale? Ou Ottawa risque-t-il une confrontation industrielle plus profonde avec les États-Unis? La réponse dépend de ce qui se passera ensuite. Si ces tarifs forcent de véritables négociations et produisent une entente plus large, Ottawa pourra soutenir qu'il était nécessaire de maintenir la pression sur l'acier, l'aluminium et l'automobile. Mais si le conflit s'intensifie, les deux pays pourraient faire face à un cycle dommageable de représailles. Le secteur automobile est particulièrement vulnérable parce qu'il dépend de la vitesse, de la prévisibilité et de l'efficacité transfrontalière. Chaque retard compte. Chaque nouveau coût compte. Chaque incertitude autour des règles et des tarifs peut influencer la planification de la production. Et lorsque les usines font face à l'incertitude, les décisions d'investissement changent. Les entreprises retardent leur expansion. Les fournisseurs se retiennent. Les travailleurs craignent que des quarts de travail soient coupés. Les concessionnaires s'inquiètent des prix. Les consommateurs reportent leurs achats. C'est ainsi qu'un différend tarifaire passe des annonces gouvernementales au comportement économique réel. Un slogan peut être imprimé du jour au lendemain. Une chaîne d'approvisionnement automobile ne se reconstruit pas avant le dîner. Le Canada prépare aussi du soutien pour les industries touchées par les tarifs américains. C'est important parce que cela montre que Ottawa comprend que la douleur est réelle. Un gouvernement ne met pas en place des mesures de soutien à moins de s'attendre à des dommages. Donc, pendant que le Canada projette publiquement de la force, il se prépare aussi, en privé, à subir de la pression. Cela rend cette stratégie plus sérieuse et plus dangereuse. Pour les États-Unis, cela devrait être un avertissement. Le Canada ne fait pas simplement des gestes symboliques. Ottawa organise une réponse à plus long terme, en essayant de protéger les industries vulnérables tout en maintenant son levier. Cela laisse entendre que le Canada pourrait être prêt à un combat prolongé si Washington ne bouge pas. Ce n'est pas le genre de représailles qui disparaît parce que quelqu'un déclare victoire dans un micro. Pour les travailleurs d'usines américains, la situation est profondément inconfortable. Les tarifs douaniers sont vendus comme une protection, mais les représailles peuvent mettre ces mêmes travailleurs sous pression. Si les produits des États-Unis deviennent plus chers au Canada,
Si les acheteurs canadiens se détournent des fournisseurs américains ou si la production transfrontalière devient moins efficace, alors le coût peut revenir frapper les communautés même que les politiciens avaient promis de défendre. C'est là que la brochure de campagne rencontre la pointeuse. Pour les travailleurs canadiens, les enjeux sont tout aussi élevés. Le Canada veut protéger ses aciéries, ses producteurs d'aluminium et son secteur automobile. Mais ces industries sont liées à la demande américaine, aux pièces américaines, aux usines américaines et à la politique américaine. Le Canada peut répliquer, mais il ne peut pas simplement s'échapper du marché américain du jour au lendemain. C'est pourquoi la stratégie est si délicate. Ottawa veut avoir l'air fort sans déclencher une rupture dans la coopération dont l'industrie canadienne a encore besoin. La réalité politique centrale est la suivante. Les tarifs restants du Canada ciblent les secteurs où la douleur est la plus visible. L'acier, l'aluminium et l'automobile sont les secteurs dont les dirigeants parlent lorsqu'ils promettent de reconstruire la classe moyenne. Ce sont les secteurs utilisés dans les discours de campagne, les visites d'usines, les rencontres syndicales et les plateformes économiques. Lorsque ces industries sont frappées, les électeurs comprennent instantanément l'histoire. Des emplois sont à risque, les prix peuvent monter, les usines peuvent ressentir de la pression, les politiciens peuvent être blâmés, la séance photo Adore peut être le casque de chantier. Le casque de chantier, lui, doit quand même survivre à la politique. C'est pourquoi cette histoire comporte des enjeux si élevés. Le Canada ne se contente pas de maintenir des tarifs en place. Le Canada maintient de la pression là où Washington peut la sentir. Et cela soulève une question stratégique encore plus grande. L'économie intégrée de l'Amérique du Nord peut-elle survivre à une époque politique construite autour du nationalisme économique? Pendant des décennies, la logique était celle de la coopération. Construire ensemble, vendre ensemble, rivaliser ensemble à l'échelle mondiale. L'industrie automobile est devenue le symbole de ce modèle. Les pièces traversaient les frontières. Les usines se spécialisaient. Les chaînes d'approvisionnement devenaient profondément connectées. L'efficacité comptait plus que la séparation politique. Maintenant, ce modèle est sous tension. Si les tarifs deviennent normaux, si les représailles deviennent permanentes et si les dirigeants continuent d'utiliser les secteurs industriels comme des armes, l'ancienne hypothèse d'une production nord-américaine fluide commence à s'affaiblir. Les entreprises pourraient commencer à se demander si l'intégration transfrontalière est encore fiable. Les investisseurs pourraient commencer à se demander si le risque politique est trop élevé. Les travailleurs pourraient commencer à se demander si leurs emplois sont protégés ou utilisés comme jetons de négociation. C'est une étrange forme de protection lorsque le travailleur devient le jeton de poker. C'est pourquoi cette histoire est plus grande qu'une simple liste de tarifs. Elle concerne l'avenir du système industriel nord-américain. Les États-Unis et le Canada peuvent soit rétablir la confiance dans les règles qui ont bâti leur partenariat manufacturier, soit continuer à transformer l'acier, l'aluminium et les automobiles en armes de pression. Pour Carney, le défi est d'avoir l'air fort sans avoir l'air imprudent. Il doit convaincre les Canadiens qu'il défend les travailleurs et tient tête à Washington, tout en convainquant les entreprises que le Canada reste un endroit stable où investir. S'il retire les tarifs trop rapidement, ses critiques pourraient l'accuser de capituler. S'il les garde trop longtemps, les entreprises pourraient lancer des avertissements sur les coûts et l'incertitude. S'il intensifie le conflit, la bataille pourrait s'aggraver. S'il recule, le Canada pourrait perdre son levier avant la prochaine grande bataille commerciale. Pour Washington, le défi est tout aussi sérieux. Les dirigeants américains doivent décider si la pression continue sur le Canada vaut le risque d'endommager les chaînes d'approvisionnement transfrontalières. Ils doivent aussi décider si la récompense politique de paraître dure sur le commerce dépasse le coût économique des représailles, et ils doivent se demander si cibler un proche allié renforce vraiment l'industrie américaine ou crée simplement une nouvelle couche d'instabilité pour des entreprises qui font déjà face à la concurrence mondiale. Pour le camp Trump, le mot dur porte souvent beaucoup de poids. L'économie, malheureusement, exige les petits caractères. C'est le coût caché de la confrontation industrielle entre alliés. Lorsque des rivaux échangent des coups, les dommages sont attendus. Mais lorsque des partenaires proches ciblent les usines de l'autre, les dommages deviennent plus difficiles à contrôler.
Cela frappe des systèmes partagés, cela frappe des entreprises qui ont des activités des deux côtés de la frontière, cela frappe des travailleurs dont les emplois dépendent de la coopération et non de la séparation. C'est pourquoi la bataille tarifaire entre les États-Unis et le Canada est si dangereuse. Elle ne punit pas seulement l'autre côté. Elle risque de punir le système que les deux côtés ont construit ensemble. Et maintenant, avec les représailles encore en place sur l'acier, l'aluminium et l'automobile, le conflit est entré dans sa phase la plus sensible politiquement. Ce sont les industries qui peuvent façonner les manchettes, les élections, les réactions syndicales, la confiance des entreprises et les prix à la consommation. C'est ici que la politique commerciale devient la vraie vie. Un tarif qui commence dans une déclaration gouvernementale peut se terminer dans le prix d'un véhicule, le coût des matériaux ou l'avenir d'un quart de travail en usine. La conférence de presse se termine rapidement. Le quart de travail à l'usine doit vivre avec la suite. La question n'est donc pas de savoir si le Canada a retiré certains tarifs. Il l'a fait. La vraie question est de savoir pourquoi le Canada a gardé les plus importants. Et la réponse est claire. Ottawa veut un levier là où cela compte le plus. Ottawa veut que Washington ressente de la pression dans les secteurs qui ont du poids politique. Ottawa veut entrer dans les futures négociations sans paraître faible. Et Ottawa veut montrer aux travailleurs canadiens que l'acier, l'aluminium et l'automobile ne sont pas abandonnés. Mais le levier devient dangereux lorsque les deux côtés croient qu'ils ne peuvent pas se permettre de cligner des yeux. Si Washington double la mise et qu'Ottawa refuse de reculer, cela pourrait devenir une bataille prolongée sur l'avenir de la fabrication nord-américaine. Si les deux côtés se dirigent vers un compromis, les tarifs restants pourraient devenir des jetons de négociation pour une entente. Mais tant que cela n'arrive pas, les entreprises restent piégées dans l'incertitude, les travailleurs restent exposés et les consommateurs pourraient finir par payer le prix. Et, d'une manière ou d'une autre, la facture arrive toujours avec moins de musique patriotique que l'annonce. Pour les téléspectateurs aux États-Unis, c'est un avertissement. Les guerres commerciales avec de proches alliés peuvent quand même revenir frapper les usines américaines. Pour les téléspectateurs au Canada, c'est un test. Ottawa peut-il défendre l'industrie nationale sans endommager l'économie intégrée qui la soutient? Pour les deux pays, les enjeux dépassent largement un calendrier tarifaire. Il s'agit de confiance, de levier, d'emploi, d'usines et de l'avenir de la base manufacturière continentale. La décision du Canada de maintenir en vie les tarifs sur l'acier, l'aluminium et l'automobile n'est pas une note de bas de page. C'est le signe le plus clair que la bataille industrielle avec Washington n'est pas terminée. Le champ de bataille s'est resserré, mais il n'a pas disparu. D'une certaine façon, il est devenu plus dangereux parce qu'il est maintenant concentré dans les secteurs qui ont la plus grande force politique. La question finale est la suivante. Le Canada fait-il un geste stratégique intelligent en maintenant la pression sur les usines américaines? Ou l'Amérique du Nord glisse-t-elle dans une bataille commerciale qui pourrait nuire aux travailleurs des deux côtés de la frontière? Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Plume Pratique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.